Bonjour et bienvenue dans Faut pas croire. En Alsace, une pasteur est devenue l'une des figures de proue de l'opposition au projet de contournement autoroutier de Strasbourg. Caroline Ingrand-Hoffet tient tête à la police pour protéger la forêt, aux côtés de ses paroissiens et de militants écologistes, les zadistes. Maria Nicolier a passé 72 heures parmi les manifestants face aux forces de l'ordre. Regardez son reportage et on en parle juste après. Kolbsheim, une petite commune de 900 habitants en Alsace située à 15 km de Strasbourg. Des engins viennent de pénétrer dans sa forêt pour arracher les arbres. Les machines préparent le terrain pour y construire une autoroute. C'est le grand contournement ouest de Strasbourg appelé GCO. La pasteure de Kolbsheim, Caroline Ingrand-Hoffet, a fait sonner les cloches de son église pour appeler les riverains à la résistance. Mais les forces de l'ordre bloquent déjà tous les accès à la forêt. Kolbsheim semble en état de siège. Mais ils vont pas nous laisser passer, ça c'est sûr que non. Mais au moins montrer qu'on est là, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire. Derrière cette autoroute, c'est un projet de société qui ne tient pas compte du fait que l'humain a besoin de la nature pour vivre. Voilà, donc c'est important de resituer le fait que là, on combat cette autoroute parce qu'elle est sous nos yeux, mais que c'est pas tant la question de ces 24 km d'autoroute là que la question de, voilà, du projet de société qui est derrière. Les arracheurs d'arbres poursuivent leur tâche. Pourtant, en vertu de la protection du biotope, des recours ont été déposés. Ils n'ont pas le droit, les travaux préparatoires n'ont pas été faits dans les normes. Ils n'ont pas le droit. C'est pas une question qu'on n'a pas envie, puisqu'on n'est pas d'accord, ils n'ont pas le droit. C'est une question de droit. Ils ne sont pas dans leurs droits. Alors, je ne comprends pas comment des hommes de droit et de loi peuvent ne pas entendre ça, cet argument-là. Ça, je ne peux pas comprendre. C'est difficile de mesurer à quel point ça met une pression et une tension sur tous les habitants du village. Qui fait que quand on en a un face à soi, c'est même s'il y est pour rien, ou en tout cas voilà, qui fait qu'obéir, c'est forcément il y a de la tension. La lutte a commencé la veille dans la forêt de Kolbsheim. Les policiers ont délogé des altermondialistes venus de toutes parts pour la cause. Ce sont les zadistes, et ce campement c'était la ZAD, acronyme de zone à défendre. Près de 150 zadistes ont squatté les lieux pendant 1 an pour s'opposer au projet. Villageois comme zadistes se rassemblent dans les jardins du château de Kolbsheim. Les opposants au GCO ont le soutien du député européen José Bové. Qu'il faut continuer à rester mobilisé et que tout n'est peut-être pas perdu. Le maire de Kolbsheim, Danny Karcher, s'oppose à la décision du préfet de Strasbourg, qui a signé l'arrêté donnant le feu vert pour les travaux. Je désobéis à qui? Je désobéis à un système qui n'a plus rien de cohérent, qui n'a rien de juste, qui n'a plus rien de bon sens. Je me trouve parfaitement obéissant, mais je suis peut-être obéissant à ma conscience, plus qu'à ce que me dit un préfet ou un ministre. Encouragés par le maire, les opposants se rendent vers l'ancien squat de la ZAD pour montrer que la mobilisation ne faiblit pas. La députée européenne, Karima Delli, a reçu une forte dose de gaz lacrymogène. Non, mais si t'as de l'eau, j'ai de l'eau, j'ai de l'eau. Franchement, là, il n'y a pas besoin d'être chrétien ou d'être pasteur pour être choqué par la violence qu'on voit. Hein. Franchement, en tant que citoyen, je trouve qu'on a déjà toutes les justifications d'être pour le moins interrogé, voire carrément choqué du réflexe de violence. C'est-à-dire que la réponse à une opposition, c'est la violence qu'on a en face de nous, hein, de la part de l'État. C'est juste un scandale. Moi, je ne suis jamais allée en première ligne face au CRS. Je pense que ce n'est pas mon rôle de pasteur, là, pour le coup. Mais par contre, d'être là, en retrait, pour discuter avec les gens, pour pleurer avec ceux qui pleurent et essayer de soutenir ceux qui sont là, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place. Oui, il faut voir si on peut... On va pas trier les chaises, non, pas encore. Je vais les... La pasteur a pris sous son aile les zadistes, chassés de leur campement en forêt.
Certains dorment dans la salle paroissiale aux côtés de sa famille. Se réclamant de l'anarchisme, les zadistes se plient toutefois aux règles du presbytère. Ça, c'était la poubelle de recyclage, normalement. Exactement. Derrière leur combat pour protéger ces arbres, ils défendent aussi une autre société. Ils ont envie d'une autre société et moi j'en ai envie avec eux. Super engagés. Ah oui. Il y a beaucoup de gens actifs dans l'Église, voire qui ont des responsabilités dans l'Église, qui au moins ne comprennent pas notre engagement, parce que je ne suis pas la seule pasteur à être engagée, au plus le refusent et essayent de faire pression pour qu'on nous freine dans notre engagement. Ce qui définit pour moi un chrétien, c'est ses valeurs. Et ces valeurs, c'est pas juste un terme, c'est comment est-ce qu'on vit une valeur. Et s'engager sur un projet comme le GCO, c'est juste respecter les valeurs selon lesquelles on vit. Et moi, je trouve normal que des églises se positionnent en disant voilà, nous, dans nos valeurs, nous ne pouvons pas accepter ça ou nous souhaitons ceci. Ça fait partie des choses qui me semblent normales. Si la pasteur est très engagée auprès des zadistes, l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine n'a pas pris de position officielle. Après, c'est sûr qu'on aurait pu espérer que l'institution se positionne. Elle avait des leviers, elle avait des moyens d'avoir un point de vue qui aurait pu être entendu dans la situation alsacienne, où l'Église est quand même très liée à l'État. Voilà, on est plusieurs à regretter que ce n'ait pas été le cas. Mercredi à l'aube, de nouveaux engins pénètrent dans la forêt par le village voisin, Ernolsheim. Les militants crient leur colère, les forces de l'ordre répondent par la force. Le choc, c'est une immédiate violence, la réaction extrêmement rapide dans la violence des forces de l'ordre, d'une part, et l'autre violence, c'est la violence de l'État qui n'attend pas que les recours juridiques soient aboutis avant de faire couper des arbres. Ça, finalement, c'est peut-être la violence la plus difficile à accepter parce qu'elle pose des questions de fond sur comment notre société, dans laquelle on va continuer à vivre, quoi qu'il arrive, fonctionne, quoi. J'ai honte de ma République. Moi aussi. J'ai honte de mon gouvernement qui gaze les députés européens, français, les élus. On ne peut pas d'un côté dire à des élus, à des associations, à des citoyens, on va discuter avec vous, on remet le dossier à plat, et dans le même temps, on coupe les arbres, on lance le chantier coco. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer là. L'État est sous influence des multinationales. L'État, elle fait ce qu'eux ils dirigent, ce qu'eux ils disent, le grand patronat. Plus de 750 opposants au projet se rassemblent à Kolbsheim. 20 secondes. C'est le temps qu'il faut pour arracher un arbre. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Merci à tous. On va pouvoir se relever. Sur les barricades, c'est mon sang qui coule à chaque fois qu'on avale un arbre. Et sur la voie choisie le mot. Comme l'irréductible village gaulois, Kolbsheim résiste. Et la pasteur fera sonner les cloches tant qu'il y aura un arbre à sauver. Bonjour Dominique Bourg. Bonsoir. Vous êtes philosophe, professeur en faculté de géosciences et de l'environnement à l'Université de Lausanne. Qu'est-ce que vous pensez du combat de cette pasteur ? Ce que je trouve intéressant, alors au-delà de la pasteur elle-même, c'est l'association entre une population tout à fait
ordinaires, standards. Vous avez la vieille dame, le maire, etc. Vous avez les zadistes de l'autre côté. Mais on voit bien que le clivage, il n'est pas, si vous voulez, entre extrême gauche et je ne sais trop quelle majorité. Là, on a un clivage, et ce qui se passe là est très illustratif, entre des gens, sans doute une minorité, à l'échelle de la France par exemple là, mais à une échelle internationale, qui a décidé de pousser la logique de destruction de la nature, du capital naturel, pour reprendre leur expression, jusqu'au bout. Sans scrupule, sans conscience morale. C'est normal, on y va, on va jusqu'au bout, on casse, on détruit tout. Alors qu'aujourd'hui, on sait à quel point sont arrivées ces destructions. Et puis en face, vous avez des citoyens lambda à des positions très différentes, de la Pasteur aux zadistes, en passant par le maire, des députés, qui s'opposent à cette violence extrême. Et on voit bien que c'est le nouveau critère qui est en train, enfin si vous voulez, la nouvelle césure qui est en train d'apparaître dans la société entre ceux qui veulent préserver le vivant, qui veulent encore vivre, et ceux qui sont décidés à tout détruire et qui vous racontent que lorsque tout sera détruit, on ira sur Mars, que sais-je. Visiblement, ceux qui veulent protéger le vivant, là, c'est la majorité, dans ce cas. Alors, en l'occurrence là, effectivement, on a affaire à une majorité. Et maintenant, dans la région de Strasbourg en général, je ne sais pas, je n'ai pas les sûr. Oui, c'est ce village-là qui est particulièrement concerné aussi par les coupes d'arbres. J'accueille aussi Pierre-Philippe Blazer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Fribourg. Vous êtes pasteur également. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans les bottes de la pasteur Caroline Ingrand-Hoffet? J'ai trouvé qu'elle était très courageuse, elle avait beaucoup d'audace, beaucoup de fermeté dans sa position. Et je suis assez admiratif et ému de voir une collègue comme ça qui s'engage. Vous êtes aussi président d'église. On a entendu dans le reportage que l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine n'ont pas pris position officiellement. Visiblement, il y a débat au sein des membres de l'église, pour ou contre, faut-il soutenir, etc. Est-ce que vous, si vous étiez à leur place, en tant que président d'église, vous prendriez une position officielle pour soutenir Caroline Ingrand-Hoffet? Alors oui, je pense qu'en tout cas, je pousserai pour que cette position officielle soit prise et qu'elle soit déclarée. Vous seriez suivi? Il faudrait que je me fasse suivre, c'est mon boulot, en quelque sorte. Mais j'ai aussi fait un téléphone ce matin avec le président de l'église dont on parle justement, qui me disait que c'était pas si facile de réunir tout le monde autour d'une position. Oui. Et qu'il faut aussi conserver une certaine liberté d'opinion au sein des fidèles, donc ne pas les prendre en otage ou les utiliser pour une cause spécifique, mais que de toute façon l'Église institutionnelle soutient ces quelques pasteurs qui résistent à ces opérations. Bon, c'est pas évident non plus parce que, en l'occurrence, c'est s'opposer à l'État, puisque l'État a donné son aval à ce projet. En l'occurrence, l'Église d'Alsace et de Lorraine dépend de l'État. Enfin, les pasteurs sont payés par l'État. Oui, je pense, mais c'est pas pour autant qu'une Église qui est liée à l'État d'une certaine manière ou qui a un certain nombre de liens institutionnels ne doit pas être un interlocuteur de l'État. Nous avons cette possibilité ici en Suisse, même si nous avons des liens institutionnels avec les différents États, nous sommes leurs interlocuteurs et je crois qu'ils acceptent volontiers, enfin nos conseillers d'État, nos députés acceptent volontiers une discussion, même si c'est une discussion contradictoire. Dominique Bourg, vous êtes philosophe, on parle là de cas de désobéissance civile. À votre avis, dans quel cas est-ce que c'est justifié et puis par quels moyens ? Alors, la désobéissance civile, d'une part, déjà, elle est quand même associée à la non-violence, par définition. C'est une manifestation de non-violence. Et alors, justement, c'est assez intéressant parce que dans ces milieux écologiques, les gens se posent le problème. À chaque fois qu'il y a une ZAD, etc., vous avez toujours des débats sur le fait de savoir s'il faut recourir à la violence ou non. En fait, traditionnellement, dans la mouvance écologique telle qu'elle naît au début des années 70, en fait, la non-violence est quand même relativement sacrée, j'oserais dire. C'est vraiment un référentiel fondamental. Et en fait, ce qu'ont montré différentes études académiques, c'est qu'en fait, par rapport à ce genre de sujet, la non-violence est beaucoup plus performante par rapport au but que l'on vise que l'action violente. Maintenant, pour revenir à cette histoire de non-violence, il faut bien voir que la non-violence a des racines religieuses. Au-delà de Gandhi, il faut revenir à François d'Assise. Effectivement, si vous voulez, ce que découvre François d'Assise, c'est que, d'une certaine manière, quand vous restez ferme
courageux face à la violence, mais sans y répondre, ça n'est pas simple, eh bien, en quelque sorte, vous enrayez le mécanisme de justification de la violence. En d'autres termes, la violence gratuite, ça n'existe pas, ou en tout cas, pas simplement. Quand vous êtes violent, vous êtes obligé de légitimer votre violence. Et souvent, quand vous êtes agressé par un hooligan, etc., il va vous reprocher de l'avoir agressé. De même, lorsqu'un État fait la guerre, il va en fait, ça vous rappellera peut-être quelque chose, il n'y a pas si longtemps, il va reprocher à un autre État de vouloir le détruire, etc. Et en fait, la non-violence, c'est ne pas répondre à ce genre de mécanisme pour finalement empêcher la légitimation de la violence chez les personnes violente. Et Gandhi lui-même disait que finalement, même par rapport à Hitler, mais le cours était quand même assez élevé, eh bien, comme ce mécanisme est vraiment anthropologique, il marcherait même dans des circonstances extrêmes. Et alors, du côté, évidemment, de l'écologie, c'est Thoreau, le premier qui a inventé, en quelque sorte, la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'effectivement, quand un État on arrive à soutenir des choses que la morale ordinaire, dirais-je, ne devrait pas soutenir, eh bien, le moyen le plus fort et souvent très efficace pour le citoyen, c'est justement la désobéissance civile. Oui. Alors, Pierre-Philippe Blazer, vous le disiez en préparant cette émission, là on parle de Saint François d'Assise et d'autres références, vous me disiez en quelque sorte le plus grand des contestataires, c'est Jésus. Donc vous reconnaissez, il y a une longue tradition de désobéissance civile qui remonte aux origines même du christianisme. L'Église, les églises et les chrétiens ont souvent manifesté, ont désobéi, ont résisté, notamment sur les questions migratoires, aux lois et aux politiques. Là, sur les questions d'écologie, est-ce que les églises sont prêtes à s'engager sur ce terrain-là de résistance? Je pense qu'elles le sont, je l'espère en tout cas. D'abord, il y a un lien très étroit entre le destin d'une détresse humaine, par exemple, et une détresse environnementale. On le voit à l'heure actuelle, quand il y a des problèmes de sécheresse, par exemple, quelque part, c'est une détresse humaine, c'est une détresse environnementale. Sur le terrain, les choses sont souvent très, très étroitement liées. Et je pense que dans la pensée chrétienne, ce qui unit ces deux questions, ces deux problématiques, c'est la notion du respect de la vie. Le respect de la vie, du vivant, qui est conçu dans la foi chrétienne comme un don de Dieu. Et le respect de la vie concerne aussi bien les humains que l'environnement, enfin de tout le vivant, de tout l'ensemble. Et je pense que les églises ont un rôle à jouer aussi pour cette sauvegarde-là, si l'on peut dire. Est-ce que c'est sur ce terrain-là que vous attendez des églises? Qu'est-ce que vous attendez des églises finalement? Est-ce que vous attendez quelque chose de plus court? J'en attends quelque chose, mais alors, simplement en prolongement de ce que vous venez de dire, de ce que j'ai dit avant, alors prenons le contexte français du début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une association protestante qui s'appelle la CIMAD, qui a joué un rôle extrêmement important pour protéger un certain nombre de personnes. Vous prenez le petit village de Chambon-sur-Lignon, un village protestant. Vous aviez toute en quelque sorte une espèce de continuité territoriale entre le Chambon-sur-Lignon et Genève pour permettre à des familles juives de quitter le territoire français. Donc là, on est vraiment, si vous voulez, dans, disons, ce que le christianisme porte de plus fort, c'est-à-dire, alors, l'attention à l'autre, et une attention d'autant plus forte que l'autre est en état de vulnérabilité, de faiblesse. Sans ça, je vois pas bien ce que serait le christianisme. C'est sans doute le cœur du message. Mais maintenant, pour revenir aux aspects environnementaux, effectivement, si vous voulez, souvent on dit aux gens, on leur dit on va sauver la planète. C'est ridicule, la planète elle n'a pas besoin de nous. En fait, là où il y a vulnérabilité, c'est pas du côté de la planète, c'est du côté de l'espèce humaine et des espèces qui l'accompagnent, qui accompagnent l'espèce humaine. Et là, il y a une vulnérabilité très forte. Et l'enjeu aujourd'hui de questions comme, si vous voulez, la biodiversité, de questions comme le climat, c'est tout simplement de sauver des êtres humains. Donc je ne vois pas comment je pourrais distinguer le message christique de cet aspect-là du message environnemental. On n'en est plus, si vous voulez, aux petites fleurs ou à notre confort. Le problème aujourd'hui, et l'enjeu du changement climatique, l'enjeu de l'affaissement du vivant aujourd'hui, c'est simplement la viabilité de la planète Terre pour les êtres humains aujourd'hui et ceux qui
leur succéderont. C'est ça l'enjeu des questions environnementales. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc vous ne pouvez pas avoir une posture religieuse, être indifférent. Ça n'a aucun sens. Sinon vous êtes simplement indifférent à l'humanité. Il ne me semble pas que ce soit le message christique. Je crois que les églises ne sont pas indifférentes. En tout cas, il y a quand même des prises de position régulières en faveur de l'environnement, de la protection, la sauvegarde de la création. Hein, c'est un peu la formule consacrée. Mais est-ce que les églises et les croyants, les chrétiens, ont conscience de l'urgence que décrit Dominique Bourg, à votre avis? Difficile de répondre à cette question, évidemment, de se mettre dans la tête des gens. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de la catéchèse, de l'enseignement religieux auprès des jeunes, des adolescents, des enfants, nous sommes assez actifs pour sensibiliser, pour conscientiser vis-à-vis de ces questions environnementales. Et donc, on a le sentiment qu'il y a une très bonne réponse parmi les jeunes. Maintenant, elle est sans doute différenciée parce qu'après, il y a le contexte familial qui joue aussi un rôle et puis il y a des idées qui circulent. On est dans la circulation des idées. Mais j'espère en tout cas que le travail de sensibilisation que nous faisons, au travers aussi des œuvres d'entraide, comme pour le prochain par exemple, qui chaque année, dans une campagne, dans la période du carême, fait une proposition avec une conscientisation sur une problématique donnée. J'espère que ce travail qu'est-ce qu'il faudrait dire, d'information finalement, d'information et de conscientisation porte ses fruits. Alors il y a le travail de conscientisation, de terrain, personne par personne. Est-ce que les églises devraient aussi peut-être être exemplaires? Je ne sais pas, je sais pas si ça doit passer par mettre des panneaux solaires sur tous les toits des églises ou que sais-je, ou est-ce que ça doit être de travailler aussi sur la question théologique? On a vu que l'Église catholique avec l'encyclique Laudato Si du pape François l'a fait. À votre avis, ça se situe à quel niveau? Qu'est-ce qui peut être le plus efficient? Ah oui, alors à mon avis, c'est sur tous les niveaux qu'il faut travailler, hein, sur le plan intellectuel, sur la pensée théologique, mais aussi sur le plan concret, évidemment. Alors, il existe un organe des églises qui s'appelle ECHO, en allemand, et qui s'occupe d'accompagner les paroisses au moment de la réflexion d'un bâtiment, par exemple, avec le label Coq Vert, c'est ce qui a été trouvé, pour disons, encourager et puis surtout conseiller techniquement les paroisses qui ont des réflexions à faire. C'est souvent assez compliqué quand il s'agit de s'attaquer aux églises, parce que les églises sont souvent des bâtiments historiques, donc il y a des questions de protection du patrimoine, il faut trouver des compromis. Mais il y a des possibilités, et je pense qu'on est seulement au début de ce qu'on peut faire dans ce domaine. C'est vrai qu'il y a des compromis à faire, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de jeu. En quelque sorte, les églises, comme tant d'autres, ont des freins à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir, Dominique Bourg? Ça, c'est très difficile. Enfin, la première chose qu'il convient de faire, c'est l'information. Et effectivement, vous y répondiez tout de suite, je ne suis pas sûr que dans la population en général, on ait vraiment toujours assez précisément la conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, je pense que c'est en train de changer, tout simplement parce que ça fait 50 ans qu'on raconte aux gens qu'il y a un problème avec le climat, etc. Bon, ils ne voyaient rien, ça restait totalement abstrait. Et je dirais que depuis un an à peu près, la donne est en train complètement de changer. C'est-à-dire que cette fois-ci, ces discours que les gens peuvent entendre, ils peuvent les relier à l'expérience directe qu'ils font du changement climatique. Il y a beaucoup de gens cet été qui ont paniqué parce que leur maison, leur appartement, pendant plusieurs jours, qu'on offrait une température qui ne redescendait pas, même la nuit, en dessous de 29 ou 30 degrés. Et c'est effectivement suffocant. Et pour la première fois, on a eu, si vous voulez, des records de température et puis surtout une canicule sur tout l'hémisphère nord. Ça n'est jamais arrivé, les canicules. En général, c'est toujours géographiquement circonscrit. Là, c'est tout l'hémisphère nord. Et des records partout. L'an dernier, vous avez une pluie d'études scientifiques qui ont été publiées pour avertir le public sur le fait qu'aujourd'hui, le vivant sauvage s'effondre, s'affaisse. C'est 30% même des espèces ordinaires qui voient et leurs habitats et leurs effectifs s'effondrer. Donc, il y a vraiment une information abondante pour dire aux gens... Et il y a 15 scientifiques, c'était en novembre dernier, qui ont fait une espèce d'appel au public. Là, on est vraiment dans une situation qui devient une situation
critique. Alors, ça, il faut que ça passe. L'information, c'est clé. Voilà, c'est clé. En même temps, ça suffit pas. Ça suffit pas. J'ai envie de vous soumettre une idée d'un militant écologiste qui s'appelle Georges Marshall, qui a écrit un livre très intéressant, le syndrome de l'autruche, qui essaie de comprendre pourquoi nous n'agissons pas lorsque nous savons. Et il se dit, il faudrait peut-être s'inspirer des religions, des modèles ecclésiaux de religion, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir, il faut aussi y croire. Donc, il y a une sorte de conversion à faire à l'écologie. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. J'aime beaucoup le livre de Marshall. Et pour moi, c'était une évidence que jusqu'à maintenant, je comprenais pourquoi, si vous voulez, on agissait aussi peu. Parce que je viens de vous le dire, les choses n'étaient pas accessibles à nos sens. Alors, attention, le livre de Marshall, il est écrit il y a plusieurs années. Il y a à peu près 5-6 ans, je crois. Elle a été traduite récemment en français, mais il a moins de 10 ans, mais il ne date pas d'aujourd'hui. Et en fait, la réalité dont il parle est en train de changer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'apercevoir maintenant, dans le quotidien, alors pas tous les jours, mais relativement, d'une façon relativement récurrente, que effectivement, ce qu'on nous raconte, eh bien, on le vérifie, on l'expérimente. Ça, à mon avis, ça change profondément la donne. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a cette information, bah, évidemment, ça ne va pas faire que du jour au lendemain, on va changer en toute chose. Mais faire le lien avec les valeurs auxquelles on tient le plus, ça, c'est la seconde étape. Pierre-Philippe Blazer, les églises sont en quelque sorte des experts en la conversion. Je ne sais pas. Vous faites une petite moue, vous n'êtes pas sûr de ça. Mais est-ce que vous pensez que les églises pourraient aller dans le sens d'une, si ce n'est d'une conscientisation, même plus loin, d'une conversion à l'écologie? Elles ont sans doute des propositions à faire dans ce domaine. C'est timide, ça, non? Oui, on va dire des propositions à faire concrètes quand même. Dans les écritures bibliques, vous avez tout un tas de démarches qui sont proposées, des réflexions, par exemple, d'abord l'émerveillement, la reconnaissance vis-à-vis de l'environnement, la prise de conscience aussi que nous sommes une infime partie de cet environnement. Donc, alors, cette démarche-là, mais aussi une démarche de restriction aussi, il faut le dire. Hein. Dans les 10 commandements, par exemple, il est écrit « tu ne convoiteras pas ». Alors bon, c'est une loi, c'est une règle, c'est un peu dur, c'est un peu frustrant, mais on peut aussi la prendre comme une occasion de réfléchir. Hein, qu'est-ce que déclenche la convoitise tout le temps? Le fait d'avoir envie de la même chose que son voisin ou que sa voisine. Finalement, ça nous met dans une posture qui est insatiable, on n'est jamais satisfait. Le fait de renoncer, ça peut aussi apporter une satisfaction. Et c'est peut-être une démarche que la religion peut proposer. La sobriété, en quelque sorte, c'est une valeur chrétienne, dire ça. Parce qu'on parle beaucoup de la sobriété heureuse. Oui, alors je pense qu'il y a une possibilité à découvrir. Par exemple, le jeûne, la pratique du jeûne. Dans la période du carême, les églises proposent souvent un jeûne, mais un jeûne ciblé, pour pas que ça devienne trop compliqué. Un jeûne de chocolat ou de restaurant, ou je ne sais pas quoi du genre. Juste pour faire l'expérience et voir qu'en fait, une petite restriction peut aussi apporter une forme d'un autre regard sur la vie. Dominique Bourg, pour conclure, beaucoup de militants écologistes disent avoir vécu un moment clé, une épiphanie, un moment qui détermine leur engagement. Vous en avez vécu comme ça? Oui, alors je peux remonter, si vous voulez, à l'enfant. Je me souviens d'avoir, étant gamin, l'habitude d'aller pêcher les écrevisses dans une petite rivière qui était le long d'une usine. Et un jour, la rivière est devenue orange. Et en fait, non seulement on ne voyait plus les écrevisses, mais à mon avis, même avec des lunettes très perçantes, on ne les en plus, elles étaient mortes. Et il n'aurait surtout pas fallu les manger dans ce cas-là. Alors effectivement, déjà, mais moi je ne les mangeais pas. J'essayais de les attraper, je me faisais pincer. Non, je les mangeais pas. D'accord, vous étiez déjà complètement écolo. Merci beaucoup, Monsieur Bourg, Monsieur Blazer, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez nous écrire à l'adresse fautpascroire@rts.ch ou alors poster un message sur notre page Facebook. La semaine prochaine, émission spéciale avec le scénariste et écrivain Jean-Claude Carrière. Son dernier livre, La vallée du néant, nous emmène dans un voyage sans retour vers notre propre fin. Carrière regarde la mort en face et il n'en a même pas peur. Rendez-vous samedi prochain dans Faut pas croire et d'ici là, portez-vous bien.